Pour cette avant-dernière webconférence de Numexpo qui va porter du coup sur les 10 conseils pour développer sa chaîne YouTube. Ça va durer environ 30 minutes. Donc je suis ravi de vous présenter l'intervenante qui est Coralie Vulma, coach Google Atelier Numérique. N'hésitez pas à interagir sur la section chat en bas à droite de votre écran. Coralie se fera un plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Coralie, c'est à vous, merci. Merci beaucoup. Rebonjour pour ceux qui étaient là précédemment, bonjour tout court pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Cette fois-ci, je vais vous parler de YouTube et surtout, je vais vous donner 10 conseils pour développer votre chaîne. Je sais qu'on est de plus en plus à s'orienter tout simplement vers du marketing digital au travers de vidéos. Vous êtes sans doute posé la question d'une création de chaîne YouTube. Pour tout vous dire, moi j'étais assez éloignée de ce sujet il y a encore, on va dire, 2-3 ans. Je pense qu'on peut remercier le confinement de m'avoir rapprochée de YouTube. Ça a été pendant un long moment ma seule fenêtre disponible pour regarder le monde, sans prendre le risque soit de me prendre une amende, soit d'être contaminée. Bref, je pense qu'on a tous fait la même chose. On a suivi des tutos. Personnellement, une grosse préférence pour moi pour les tutos de cuisine et les tutos de bricolage, avec des essais plus ou moins réussis. Cela dit, je vous donne un premier conseil, il vaut mieux rater son pain pour les burgers que de rater le carrelage dans sa salle de bain. Ça coûte un peu moins cher. Bref, pour entrer dans le vif du sujet, hop, s'il y en a parmi vous qui ont déjà des chaînes YouTube, qui s'y sont déjà essayés, qui ont des remarques, qui ont des interrogations, qui veulent faire part de leur expérience, on vous l'a précédemment dit, je vous le redis, le chat, c'est vraiment un espace sur lequel je compte sur vous pour mettre de l'animation, pour qu'on puisse échanger. En attendant de voir vos questions remonter, je vous reparle un petit peu du programme Google Atelier Numérique. Notre mission, c'est d'accompagner le plus grand nombre, que vous soyez des professionnels, que vous soyez des particuliers, que vous soyez des personnes en reconversion, pour vous aider à acquérir des compétences numériques et surtout pour vous accompagner dans le développement de vos projets. Les ateliers numériques, quand on en avait encore la possibilité, ce sont des espaces dédiés au numérique. Vous en avez un, par exemple, à Montpellier, dans lequel vous pouviez, c'est la bonne conjugaison, venir vous former, vous inspirer. Malheureusement, pour le moment, on ne reçoit pas en présentiel, ce qui fait que on vient le plus fréquemment possible sur des événements comme aujourd'hui, mais également on intervient sur une chaîne YouTube. Si vous la cherchez, c'est Google Atelier Numérique au pluriel. Et vous allez voir, il y a tout un tas de thématiques qui sont traitées régulièrement, une soixantaine, toujours autour du numérique, du digital, du lundi au samedi, sur des horaires de journée. 4 lives du lundi au vendredi par jour, 2 le samedi, délivrés par des coachs, des partenaires locaux. C'est totalement gratuit. C'est fait pour être accessible. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui se posent la question, la mission première de Google, c'est pas forcément de faire de l'argent en faisant de la publicité payante, mais c'était réellement de rendre l'information accessible au plus grand nombre. Et on a tendance à l'oublier. De temps en temps, on utilise également nos minivans et on vient à votre rencontre dans différentes villes, dans différentes régions. N'hésitez pas à aller voir le site officiel Google Atelier Numérique, vous avez tout un tas d'informations. Maintenant que j'ai terminé cette petite page promotionnelle, je vais réellement rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler de ce dont vous serez capable à l'issue de ce petit flash d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous allez savoir ce qu'il faut faire pour gagner des spectateurs sur YouTube, pour maintenir leur intérêt et pour continuer sans cesse à être créatif ou créative. Mon premier bon conseil, c'est le partage. La question à vous poser, c'est est-ce que les internautes ils vont partager vos vidéos? Pour ce faire, je vous donne un tips. Alors, ça peut être d'une logique imparable, mais après tout, pourquoi pas? N'hésitez pas à vous renseigner sur les sujets qui attirent. Vous avez le choix entre des sujets populaires, qui sont très rares avec les tendances, l'actualité, la culture. Vous avez également des contenus indémodables. Par exemple, là, on a 5 idées pour se coiffer. Moi, celui que j'aime bien comme contenu, c'est comment apprendre à faire un nœud de cravate. Vous avez tout un tas de thématiques sur lesquelles vous pouvez surfer. L'avantage des contenus indémodables, c'est que tout au long de leur vie sur le réseau, ils vont attirer
des spectateurs. Quelle est la différence de Vimeo et de YouTube en termes de visibilité? Eh ben, c'est une très bonne question, Isabelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour, il y a quasiment 1 billion, je vous laisse imaginer le nombre de zéros que ça fait derrière le 1, de vidéos qui sont regardées sur YouTube. Je pense que c'est un peu moins sur Vimeo, tout simplement parce que YouTube a la capacité à s'interfacer très bien avec le moteur de recherche Google. Et du coup, vous avez des résultats de recherche qui vous renvoient directement vers des vidéos qui sont hébergées sur YouTube. C'est un tunnel préférentiel, mais après tout, pourquoi pas, on ne pourrait pas réellement le reprocher à un moteur de recherche de vous renvoyer tout simplement vers son service. Alors moi aujourd'hui, quand je vais vous parler de YouTube, je vais vous parler de réseau social au même titre que Facebook. Et donc ça reste voilà du à la maison entre guillemets, et ça permet de rendre accessible tout un tas de vidéos. Ce que vous devez savoir dans l'autre sens, c'est que toutes les minutes, il y a environ 500 heures de contenu original qui sont téléchargés vers YouTube par des créateurs pour y donner accès à des spectateurs. Autant vous dire que la puissance de frappe, elle est très, très forte. C'est un peu comme si vous me demandiez quelle est la différence entre Google My Business, donc les fiches établissements, et les pages jaunes. Les fiches établissements, elles vont s'afficher systématiquement quand vous allez faire une recherche sur le moteur de recherche Google, alors que les pages jaunes, il va falloir faire une recherche, il va falloir cliquer sur un site, et donc vous allez sortir du tunnel préférentiel Google, et vous allez forcément perdre un petit peu de la visibilité qui est donnée si vous restez toujours dans le même tunnel. Pour en revenir au sujet qui attire pour être le plus visible, attention, si vous avez une chaîne qui parle de préparation culinaire ou de bricolage, pas la peine de mettre du contenu sur 5 idées pour se coiffer, par exemple, pour un mariage. Ça ne marchera pas. Restez dans votre thématique. Il y a des contenus, peu importe la période à laquelle vous allez les publier, qui vont susciter de l'intérêt. Si vous avez, je ne sais pas, une chaîne autour du football, c'est sûr que systématiquement, quand il va y avoir un rassemblement de l'équipe de France, vous allez pouvoir, je ne sais pas, par exemple, faire un petit résumé rapide des matchs ou revenir peut-être sur les actions qui ont été les plus intéressantes ou créer un système de notation des joueurs. Bref, à vous de voir comment vous allez adapter ça à votre contexte, à votre secteur d'activité. Pour répondre à votre question concernant le temps de vidéo, ça va vraiment dépendre des sujets et ça va vraiment dépendre du contexte et de votre secteur d'activité. Parce que franchement, un tuto de bricolage d'1 minute, de mon point de vue, ça va être trop court. Un tuto bricolage de 10 minutes, c'est déjà un peu plus conséquent. Un tuto bricolage d'une demi-heure, ça va peut-être être un peu long. Les formats, en fait, les durées, vraiment adaptées en fonction du sujet et en fonction de l'angle selon lequel vous allez traiter le sujet. On va en parler un petit peu plus tard. La visibilité, conseil numéro 2. Est-ce que vos contenus ils vont s'afficher dans les résultats de recherche ou dans la section vidéo similaire? Pour ça, il y a des petites choses à mettre en place. Mon premier conseil, c'est de vraiment bien travailler vos titres. Il faut que les titres ils soient cohérents, il faut que les titres ils soient attirants. Regardez un petit peu ce qui se passe sur ces 2 petits aperçus de vidéos. Vous avez la première vidéo où votre œil il a dû être capté immédiatement. Eh bien oui, il y a un chiffre et qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui capte l'attention d'emblée. Sur la deuxième vidéo, il n'y a pas de chiffre. En principe, ce que vous avez dû voir, c'est la vignette. La vignette parce qu'elle est un petit peu rigolote. Il n'empêche que, de manière quasi instantanée, vous avez été attiré en premier par la vignette sur les 3 jours seuls dans le plus grand canyon d'Europe, et c'est normal. N'hésitez pas quand c'est comme ça, à intégrer en fait, des données chiffrées, des pourcentages dans vos titres. Vous allez voir, généralement, ça capte l'œil et ça donne envie de cliquer. Pour ce faire, moi je vous invite à utiliser des mots-clés. Si vous êtes un peu familier avec le référencement naturel, le SEO, vous savez que, il y a certains mots-clés qui génèrent énormément en fait de trafic. Il ne faut pas se leurrer, le moteur de recherche qui aujourd'hui est intégré à YouTube, il ressemble vraiment à s'y méprendre à celui qui, officie sur, le moteur de recherche, Google.
Ce qui veut dire qu'il y a certains mots-clés qui vont avoir un volume de recherche qui va être beaucoup plus intéressant. N'hésitez pas pour savoir un petit peu, ce qui se passe quand vous tapez un mot-clé, bah, tout simplement à vous mettre dans la place d'un utilisateur et à taper votre mot-clé dans la barre de recherche. Vous allez voir, vous allez avoir tout un tas d'informations qui vont être cohérentes avec le sujet ou non. Exemple là, sur du tuto, la première association qui remonte, c'est tuto maquillage, ensuite tuto coiffure, tuto dessin et tuto make-up. En fait, make-up et maquillage, c'est la même chose. Sauf qu'il y a de grandes chances pour que vous soyez sur la version FR de YouTube. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, les utilisatrices, les utilisateurs qui sont à fond sur le maquillage, ils vont taper maquillage, ils vont pas taper make-up. Voilà. Ça fait partie des petites choses, des petites dire subtilités qu'il faut intégrer quand on cherche à vraiment se positionner sur des titres qui soient intéressants. Je suis désolée en fait, Isabelle, je comprends pas votre question, sur le chiffre, avant une phrase. Ah, les fameux titres en majuscules. Oui, mais c'est comme ça. Ça attire l'œil, la majuscule, qu'on le veuille ou non. Il y a une personne qui en a parlé dans le chat et effectivement, elle a totalement raison. La miniature est déterminante. Par exemple, là, on a 4 miniatures. Elles ont toutes un intérêt, mais il y en a certaines, bah, qui vont donner envie de cliquer plus que d'autres. Par exemple, si vous êtes sur, une recherche d'informations quant aux bulles de champagne, c'est clair que la miniature B, elle va vous donner envie de cliquer. Si c'est plus des conseils de dégustation, des conseils œnologiques, vous allez cliquer sur, la miniature D. Le problème de la miniature A, c'est que honnêtement, elle est très mal cadrée et donc ça donne pas un côté professionnel à la vidéo. Idem pour la miniature C, pas sûr que tout le monde ait envie de regarder cette vidéo d'un jeune homme qui est en train de se préparer à faire la fête, apparemment accompagné. Comme quoi, c'est, important de bien soigner également l'image. Pour répondre à votre question Isabelle, je faisais référence tout simplement à ça. En fait, le 3, c'est pas, un conseil, c'est pas le numéro, non, non, c'est parce que la personne a passé 3 jours seule dans le plus grand canyon d'Europe. Ça aurait pu être un 10, ça aurait pu être un 7, ça aurait pu être un 8. Mais voilà, autant vous dire que ces éléments-là, le titre, la miniature et bien entendu, les descriptions. Qu'on le veuille ou non, les descriptions, pareil, ça doit être hyper soigné, ça doit être très travaillé. Ça va vous permettre, vous allez voir tout simplement, si vous mettez en place des liens, ils vont apparaître au-dessus de la ligne de flottaison et ils vont rediriger vos spectateurs vers d'autres vidéos. Autant vous dire que c'est le moment, il ne faut pas se louper parce que ça pourrait tout simplement générer de la frustration parce que vous allez peut-être envoyer vos spectateurs vers du contenu qui les intéresse absolument pas, mais qui sera trompeur parce que vous aurez mal travaillé les descriptions. Donc, faire très attention quand vous partagez des liens, quand vous donnez accès à du contenu additionnel, à bien expliquer directement au travers du texte ce à quoi les spectateurs vont avoir accès. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Vous ne pouvez pas dire il y a une erreur d'aiguillage, j'ai pas compris. C'est pas terrible. Marion, c'est quel slide que vous voudriez revoir, s'il vous plaît? Alors, je vais essayer de faire au mieux pour, répondre à toutes vos questions. Par contre, effectivement, on a un petit peu on n'a pas beaucoup de temps, donc je pourrais pas, rentrer plus dans les détails. Je vais essayer de quand même y répondre le plus possible, mais je pourrais pas beaucoup retourner en arrière sur les slides. Je pense que c'est celle-là que vous vouliez, Marion. Pour répondre à votre question, Justine, sur les applications sympas pour faire des vidéos plus professionnelles avec son smartphone. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est une petite recherche sur un moteur de recherche, que ce soit Google et autres, et à comparer les différentes applications qui existent aujourd'hui. La meilleure application, c'est celle avec laquelle vous allez vous sentir le plus à l'aise. C'est celle qui va fonctionner le mieux avec votre téléphone.
et c'est celle qui va vous donner un rendu qui correspond à vos attentes. Mais on a tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes téléphones, on n'a pas tous le même, pouvoir d'investissement. Plus vous allez vouloir faire des vidéos professionnelles avec un smartphone, plus il va falloir investir et donc plutôt aller vers des applications payantes. Moi, du coup, je vais me mettre un petit peu en retrait parce que je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a tout un tas de documentation sur internet qui va vous permettre de répondre, plus facilement à votre question et surtout d'essayer différents produits. N'hésitez pas à essayer le plus souvent possible. Conseil numéro 3, l'accessibilité. Vos épisodes sont-ils facilement accessibles pour de nouveaux spectateurs? Et c'est là où il va falloir vraiment ruser pour rester accessible. Tout d'abord, détachez-vous de l'épisode pilote. Ça veut dire que vos spectateurs, ils ne doivent pas forcément avoir l'obligation de regarder le premier épisode pour savoir de quoi on parle sur votre chaîne. Proposez un résumé. C'est super d'avoir une petite séquence d'introduction qui résume ce que les spectateurs ont manqué. Il y a une série qui le fait très bien, c'est Shameless. Je ne sais pas si vous connaissez, mais systématiquement, avant le début de chaque épisode, vous retrouvez un des protagonistes qui vous engueule parce que vous avez raté le précédent épisode et qui n'a pas trop envie de vous raconter le résumé. La réalité, c'est que vous avez quand même le résumé derrière, mais c'est une manière bien sympa d'amener cette action-là et d'en faire quelque chose de récurrent. Utilisez les incitations à l'action. C'est efficace pour rediriger les spectateurs, pour les inciter à rester sur votre chaîne, pour les renvoyer vers une référence sur une autre vidéo. Bref, il faut vraiment faciliter le parcours utilisateur pour qu'il n'y ait pas besoin de faire des recherches incongrues, impossibles et très longues dans le temps pour comprendre un épisode parce qu'on n'a pas vu celui d'avant. La présentation de la chaîne est tout aussi importante. Si vous avez eu l'occasion ou si vous avez l'occasion d'aller sur la chaîne Google Atelier Numérique, la chaîne officielle, vous allez voir qu'on a bien fait les choses. On a mis une vidéo de présentation, elle est très courte, mais elle va vous permettre de comprendre instantanément ce dont il va être question quand vous allez vous connecter à la chaîne aux différents lives ou quand vous allez consulter les vidéos. C'est vraiment ça qui va donner le là, comme on dit. Vous allez pouvoir donner envie aux spectateurs de s'abonner, mais surtout éviter que des personnes qui n'ont que très peu d'intérêt pour votre chaîne s'y retrouvent. Voilà, ça évitera des pouces en bas, ça évitera des commentaires un peu hasardeux. Vous pouvez aller voir également sur cette chaîne dont on s'est servi dans le slide, AstronoGeek, qui a une très jolie vidéo de présentation qui récapitule de manière très succincte tout ce dont il va être question sur la chaîne. 4. La collaboration. De quelle façon pouvez-vous présenter des invités vedettes? Alors, quand on en arrive là, ça veut dire qu'on a déjà une chaîne qui marche très très bien. Tout simplement parce que contacter des partenaires qui vous ressemblent, c'est bien. Les faire adhérer au fait qu'ils vont intervenir dans une de vos vidéos, honnêtement, si vous ne leur offrez pas une visibilité suffisante ou qu'ils ont une visibilité qui est supérieure à la vôtre, est vraiment rare que des partenaires, que des personnes, on va dire, qui ont un peu d'influence, elles soient intéressées à apparaître dans une vidéo. Là, vous avez 2 exemples. Peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez, bref, voilà, ça fait partie des petites choses qu'on peut mettre en place une fois qu'on s'est déjà bien installé. Je ne saurais pas vous répondre, Justine, par rapport aux dislikes. Moi, je pense que c'est aussi quand même, un bon indicateur, en fait, d'intérêt pour des vidéos. Après, c'est toujours pareil, il faut que ce soit utilisé, en bonne intelligence, voilà, que ce soit pas un repère pour troll ou pour hater. Mais voilà, de temps en temps, pouvoir exprimer le fait qu'il y a une perte de qualité sur une chaîne, ça peut être, intéressant. Manon, honnêtement, si vous arrivez à l'inviter sur votre chaîne YouTube, franchement bravo. Alors, Isabelle, je vous répondrai pas en fait, sur la monétisation, parce que c'est vraiment en dehors, de ce dont on va parler aujourd'hui. Et je ne connais pas non plus, les critères en fait, de monétisation. Je dois vous avouer que c'est un sujet, sur lequel je ne me suis pas vraiment penchée et en plus, il me semble que tout a changé, dernièrement. Donc ce que je vous invite à faire, c'est, plutôt à aller voir sur le centre d'aide YouTube pour avoir un peu plus d'infos par rapport à ça. À vous de voir,
Je sais pas comment je sais plus du tout, comment ça se passe la monétisation et honnêtement, il me semble que maintenant les contraintes sont très, très lourdes et ça s'adresse vraiment à des chaînes qui fonctionnent énormément. Donc si vous en êtes à la phase où vous réfléchissez, vous mûrissez votre projet, partez du principe que, en début de vie, une chaîne YouTube, vous pourrez pas monétiser vos vidéos. Voilà, vous aurez pas le réseau suffisant. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut avoir un nombre d'abonnés, plafond pour pouvoir commencer à monétiser, que ça devienne rentable. La conversation. Est-ce que vous vous adressez directement à votre audience? C'est une très bonne question parce que c'est important de rester en contact avec votre communauté. Moi, il y a une chaîne que j'aime tout particulièrement, c'est celle du chef Michel Dumas, parce que je trouve que non seulement ses tutos, ils sont très intéressants, mais je trouve que c'est un personnage qui est magique et qui communique régulièrement avec son audience directement dans les vidéos. On a vraiment l'impression qu'il est en train de nous parler pendant qu'il cuisine. Vous avez aussi, tout simplement la possibilité de créer des vidéos spéciales où vous allez vous adresser à votre audience. Vous pouvez également faire des lives, quoi qu'il en soit, le conseil vraiment ultime, c'est de rester authentique. Soyez naturel et sincère. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, si vous êtes, très mauvais, bricoleur, à part si c'est une chaîne humoristique, mais honnêtement, vous ne vous lancez pas dans une démonstration, ça ne vous flattera pas. La diffusion de contenu en direct, le YouTube Live, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, qui suscite de plus en plus d'intérêt. Je ne sais pas si vous suivez un peu des fitness boys ou des fitness girls, mais c'est un truc de dingue, le nombre de vidéos de fitness, qui sont mises à disposition par des personnes qui sont, des coachs professionnels et je trouve que, c'est assez, énorme de pouvoir retrouver comme ça une petite séance, accessible gratuitement et qui va vous permettre, voilà, on va dire, de vous occuper en cas de, journée un petit peu off ou de confinement ou de jour de pluie, peu importe, ce que vous imaginez. Voilà, c'est, ça marche super bien. Vous pouvez faire ça en live et du coup, vous pouvez faire la séance de sport avec une personne qui se trouve à l'autre bout de votre département. Moi, je trouve ça assez génial. Des sponsors, en début de page, c'est-à-dire, Manon, je comprends pas, votre question. Je vois que vous avez répondu pour, le chef, Michel Dumas. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, elle est trop bien. Puis en plus, il y a plein, plein de petits plats, hein. Alors c'est pas de l'ultra light, hein, s'il y en a parmi vous qui ont décidé, de se reprendre avant les fêtes de fin d'année, c'est la chaîne à aller voir clairement. Mais voilà, si vous aimez bien manger, que vous avez un bon coup de fourchette, vous allez vous régaler sur cette chaîne. Les interactions. Il va falloir interagir directement avec son audience. C'est comme ça, c'est important de poser des questions directes, de demander, à vos fans, à vos spectateurs, à vos abonnés, ce qu'ils pensent, des vidéos et s'ils ont des idées pour les prochaines vidéos. D'intégrer du contenu ou des questions envoyées par les spectateurs, ça va vraiment donner de l'importance aux personnes qui vous suivent, de manière, quotidienne et régulière et ça va vraiment leur donner envie de continuer à participer à la vie. Franchement Manon, si en lancement, de page, sans être un influenceur avec, des millions de followers sur une page, de réseau social, vous arrivez à vous faire sponsoriser, bah, faites-le, hein. À mon avis, ça risque d'être, un petit peu compliqué de trouver des sponsors, mais si vous vous sentez, prête à partir à la chasse, pourquoi pas? Ça peut valoir le coup. Mais à mon avis, c'est vraiment réservé à une catégorie de personnes qui drainent énormément d'intérêt. On m'a posé la question dernièrement sur du placement de produit. J'ai une réponse à vous faire, mais elle va pas vous plaire. Il va falloir faire un programme de télé-réalité. Alors après, il y a des personnes pour lesquelles, c'est un but ultime de se retrouver dans une saison, des Marseillais, de la Villa des cœurs brisés ou autre. Mais sans avoir fait ça, sans avoir une rayonnance médiatique, concrètement, à moins que vous soyez un illustrateur ou une illustratrice reconnue et que vous ayez un réseau de dingue, trouver de la sponsor, voilà, ça va être vraiment compliqué, vraiment, vraiment. Et le placement produit, honnêtement, si vous trouvez, une entreprise qui veut bien vous faire du placement produit alors que vous avez seulement 1 000 abonnés, foncez. Mais à mon avis, ça va être, un petit peu compliqué.
Après voilà, hein, il y a tout un tas de programmes, qui vous proposent aujourd'hui un tremplin vers la gloire et qui vous permettront via votre chaîne YouTube, bah, tout simplement de faire du placement produit et de parler des kits de blanchiment dentaire, par exemple, très intéressant. Il y a des millions de vidéos là-dessus, mais pourquoi pas? On n'est pas là pour juger, moi je suis là pour vous donner des conseils. Mon autre conseil, c'est les commentaires. Ben, donnez l'impression à vos fans d'appartenir à une communauté et pour ça, je vous invite vraiment à répondre aux commentaires positifs et à modérer les commentaires négatifs, c'est-à-dire, soit donner une réponse, on va dire professionnelle et polie, surtout polie, à une personne qui pourrait exprimer son mécontentement et si ça tombe vraiment, au jeu du troll, bah, tout simplement bannir la personne et faire en sorte que, ses commentaires ne s'affichent plus. C'est important d'y penser parce que la modération sur les réseaux sociaux, c'est quand même une grosse partie du travail et surtout sur YouTube, il va falloir se préparer à avoir, autant de personnes qui aiment que de personnes qui n'aiment pas. Malheureusement, les personnes qui n'aiment pas, souvent, elles font plus de bruit que les personnes qui aiment. Conseil numéro 7, la cohérence. Votre concept de vidéo comporte-t-il des éléments récurrents? Il y a 4 secrets pour la cohérence sur YouTube. Il y a le fait d'avoir un calendrier de publication qui soit très strict, où vous publiez toujours le même jour à la même heure et quand c'est pas le cas, bah, vous informez tout simplement votre communauté. Il va falloir, vraiment, mettre en avant sa personnalité, choisir un format et rester le plus souvent possible. De temps en temps, vous pouvez vous en éloigner pour éviter, bah, l'effet de lassitude, mais il y a quand même un format qui doit être votre format clé et la tonalité, elle va être très importante parce que si vous regardez aujourd'hui, les youtubeurs qui sont les plus connus, ils sont très facilement identifiables. Ils ont souvent une petite phrase qui leur permet en fait d'être reconnus, de se différencier des autres influenceurs. Les influenceurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui ont une notoriété importante, qui publient bon nombre de vidéos et qui sont connues, qui ont des fans, qui ont beaucoup, beaucoup de fans, d'abonnés, de spectateurs. Voilà, ces personnes-là, généralement, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles créent des playlists pour que ce soit plus cohérent et que vous passiez le plus de temps possible sur leur chaîne. Le ciblage. Est-ce que votre audience, elle est clairement définie? Encore une fois, on retombe vraiment dans les concepts marketing, mais c'est quelque chose d'obligatoire. Le ciblage, ça se fait à chaque instant, au niveau de chaque vidéo, au niveau de chaque émission, au niveau de chaque chaîne. Les chaînes, vous n'allez pas attirer le même nombre de personnes. Je vous donne un exemple. Je ne cliquerai pas sur la vidéo, rassurez-vous. Je ne suis pas une grande fan des insectes, même si j'en ai pas peur. Mais concrètement, moi, je vois une vidéo comme ça qui parle de frelons asiatiques surprenants et dangereux. La première chose que je vais faire, c'est d'aller voir ailleurs parce que ça m'intéresse pas du tout. Je préfère bien dormir la nuit et me dire que ce genre de bestiole, c'est très très loin. Je veux même pas en entendre parler. Il y a des personnes que ça passionne. Dans ce cas-là, vous allez avoir une audience qui va être ciblée, qui va être très spécifique, qui va vous ressembler et qui va être très intéressée pour en savoir plus sur le frelon asiatique. C'est important de penser à votre cible parce qu'à chaque instant, c'est ce qui doit vraiment guider vos choix. Sur chaque émission, sur chaque vidéo, vous devez toujours penser aux personnes qui vous suivent depuis le début. Et si vous avez quelques doutes, si vous voulez tout simplement vérifier que vos hypothèses étaient bonnes, je vous invite à aller voir toute la partie analytics qui est mise à votre disposition sur YouTube et qui va vous permettre non seulement de mesurer vos performances, mais également d'en savoir un peu plus sur les personnes qui vous suivent, sur comment ça se passe si vous mettez en ligne plutôt le vendredi, si vous mettez en ligne plutôt le jeudi, si vous mettez en ligne le jeudi matin, le jeudi à midi. Bref, ça va vous permettre de comprendre exactement à quel moment votre cible va être la plus réceptive et du coup, vous allez pouvoir adapter votre planning de publication à ces moments-là. La longévité. Combien vous pouvez créer, de vidéos issues d'une même série? C'est super important de se poser ces questions-là parce que ça va vous permettre, en fait, de gagner du temps. Ça va vous permettre de vous tourner vers des vidéos simples, habiles, des contenus qui vont vous demander moins de temps de travail, généralement moins de temps de montage parce que la réalisation, elle va être simple et du coup, vous allez pouvoir produire plus souvent du nouveau contenu parce que vous allez passer moins de temps, tout simplement sur, par exemple, le montage, l'habillage et cetera. Soyez réaliste. Analysez ce dont vous avez besoin pour produire votre série. Demandez-vous de combien de temps vous avez besoin pour créer ce contenu. C'est super important.
Ne vous lancez pas dans des achats tout azimut tant que vous n'avez pas la certitude que vous allez avoir une audience qui va vous suivre. On a tendance à l'oublier, on veut tout de suite avoir une grosse caméra. Aujourd'hui, honnêtement, avec un smartphone, vous pouvez faire tout un tas de vidéos qui sont très qualitatives. Pareil pour les logiciels de montage. Choisissez des logiciels simples et surtout formez-vous au montage. N'imaginez pas que vous allez apprendre à faire du montage vidéo en passant des heures et des heures sur un logiciel de montage. C'est pas comme ça que ça se passe. Petit conseil de professionnel. Si on ne peut pas tourner au moins 3 épisodes en une journée, on change d'idée. C'est pas moi qui le dis, c'est The Fine Bros qui ont aujourd'hui une visibilité qui est conséquente. On peut leur faire confiance, ils savent de quoi ils parlent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils en sont arrivés à un point d'industrialisation qui est énorme. C'est 3 épisodes, soit changement d'idée. Imaginez si pour des séries, les scénaristes avaient eu ce type de routine, on se serait retrouvé sans doute avec des saisons de moins de 10 épisodes. C'est fou, mais c'est un très bon conseil. Adaptez-le vraiment à votre contexte, mais dites-vous que si sur un laps de temps très défini, vous n'avez pas réussi à tourner votre vidéo, il va falloir changer d'idée. La publication d'un podcast sur YouTube, c'est à tester. Je pense que ce serait dommage de le poster que sur YouTube. Parce que du coup, vous allez perdre peut-être une partie de l'audience que vous pourriez avoir en vous positionnant également sur une plateforme qui soit spécialisée dans le podcast. Après, des contenus audio sur YouTube, il y en a plein. Et l'avantage qu'il y a, c'est que le service, je crois que c'est YouTube Music, si je ne dis pas de bêtises, il va vous permettre d'avoir quand même accès à ce contenu-là, puisque c'est identifié comme du contenu audio. Alors après tout, pourquoi pas tenter, mais positionnez-vous également sur une plateforme de podcast. L'inspiration. Est-ce que votre idée de vidéo, c'est le fruit d'un travail sincère? Et encore une fois, mon conseil, inspirez-vous partout où vous pouvez vous inspirer. Regardez ce qui se fait, regardez ce qui marche, allez piquer les bonnes idées, remettez-les à votre sauce. Vous avez un sujet qui vous intéresse, vous trouvez une vidéo géniale, vous avez une idée pour le traiter sous un autre angle, allez-y, foncez. Vous allez voir, c'est super intéressant. Ça va vous permettre comme ça d'être dans le côté très challenge. Allez voir ce qui se fait dans les autres pays. On a l'avantage aujourd'hui, c'est que même quand les vidéos elles sont pas sous-titrées par les personnes qui les créent, vous avez du sous-titre automatique. Si vous parlez pas italien, russe, chinois, péruvien, c'est pas grave. Vous allez quand même pouvoir comprendre de quoi on parle et vous allez pouvoir vous en inspirer. C'est important parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les tendances, elles sont vraiment internationales. Donc vous allez pouvoir surfer. Il y a tout un tas d'émissions qu'on a aujourd'hui en France qui nous paraissent nouvelles et qui existent depuis des années sur d'autres chaînes, dans d'autres pays. Je peux vous donner un exemple simple. The Voice, ça a été décliné dans tous les pays. Qui veut gagner des millions, ça a été décliné dans tous les pays. C'est comme ça. C'est quelqu'un qui a eu la bonne idée, qui ensuite a revendu le concept à tout un tas de groupes. TF1, c'est un peu des professionnels de ça, que ce soit The Voice, que ce soit Masked Singer, que ce soit tout ce qu'on peut retrouver Danse avec les stars. Ce sont des concepts qui ont été achetés à l'étranger et qui ont été remis au format qui correspondrait à une audience française. Comme quoi, même les plus grands vont s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Quelques outils, forcément, en premier lieu, YouTube. Vous pouvez également aller sur Google Trends, qui va vous permettre tout simplement de regarder un petit peu ce qui se passe en termes de tendance par rapport à des mots-clés. Vous allez pouvoir squatter les Google Alerts, mettre en place tout un tas d'alertes sur des thématiques très particulières. N'hésitez pas à faire la visite de blog. N'hésitez pas à vous inscrire à des newsletters sur des revues spécialisées. Vous allez voir, il y a toujours des informations qui sont super sympas et qui pourraient vous donner envie de tout simplement vous lancer sur une chaîne YouTube. Dimitri, non, on ne peut pas mettre n'importe quel morceau et j'y arrive à cette partie-là. Non, on met une musique qui est libre de droit. Le droit d'auteur, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, sachez que c'est vérifié et que les vidéos qui n'y répondent pas, c'est-à-dire quand vous utilisez une musique
donc vous n'êtes pas l'auteur-compositeur original, votre vidéo, elle sera bloquée. Sauf si vous êtes en mesure de payer la redevance qui est demandée par la personne à qui appartient la musique, à qui appartient les paroles. Vous allez voir, c'est très élevé. Généralement, un particulier, il ne peut pas se permettre de payer, on va dire, une musique à Jean-Jacques Goldman, pour donner un exemple qui soit vraiment hilarant. Donc non, on utilise des musiques libres de droit. On peut éventuellement se renseigner sur le droit de libre citation, parce qu'il y a quand même quelque chose en France qui dit qu'on a le droit d'utiliser un extrait d'une œuvre originale, un extrait très court, à condition de citer la personne à qui appartient l'œuvre. Et je peux vous dire que, par exemple, sur un morceau de 3 minutes 30, ça va être très très court, ça va être de l'ordre de 15 secondes et encore. Il faudra vraiment que vous soyez en mesure de prouver que vous avez agi de bonne foi et en connaissance de la loi, avec tous les éléments légaux essentiels. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de bibliothèques de musique libre de droit que vous pouvez utiliser. Une nouvelle fois, il faudra sans doute se renseigner sur le fait de mentionner les crédits ou non à la fin de votre vidéo. Un petit générique, ça fait toujours plaisir de remercier les personnes qui ont contribué grâce à leur contenu, même s'il est libre de droit. Donc n'hésitez pas à le faire. Pareil, si vous faites des références sur des livres, n'hésitez pas à mettre les références biographiques dans la description de votre vidéo. Ça fait du bien. Le droit d'auteur, c'est aussi ce qui permet à des pays comme la France de rayonner à l'international. Sans le droit d'auteur, on n'a plus d'œuvres originales. Alors aujourd'hui, on a tendance à oublier les grandes œuvres, les Victor Hugo, les Émile Zola. Il n'empêche que c'est aussi ça qui fait la force de la culture. Pensez-y, parce que c'est aussi comme ça que des personnes qui créent du contenu, elles vivent, elles sont rémunérées. Donc on fait attention à la musique, on fait attention au visuel, on fait attention au droit à l'image. Voilà, si une personne n'a pas envie d'être filmée, on ne la filme pas. Même de dos, même quelques secondes. C'est très important quand on veut créer du contenu de faire attention à ça. Non, pour les 30 secondes, je vous arrête de suite, ça va dépendre de la durée du morceau. Ne partez pas sur 30 secondes parce que c'est une communication qui a été faite sur la musique et qui est mensongère. Renseignez-vous par rapport à l'œuvre complète et voyez ce que vous pouvez faire, mais moi je vous déconseille. Honnêtement, je vous déconseille de tenter parce qu'il y a de fortes chances que ça passe pas, que votre vidéo se retrouve suspendue. Vous allez être très embêté. J'ai déjà vécu ce type de situation et je peux vous dire que une fois que YouTube a vu un manquement au droit d'auteur, après vous êtes dans le viseur et vous ne pourrez pas passer au travers. Et alors pour le karaoké, non plus. Il n'y a pas que l'interprète. Il y a aussi l'auteur et le compositeur, donc la musique et le texte. Voilà. Ah, c'est super, ça me fait plaisir de lire des petites choses comme ça. On est arrivé aux questions-réponses. C'est chouette parce que vous avez vraiment été très, très actifs sur le chat et je vous en remercie. Franchement, c'est un plaisir de pouvoir vous répondre et de voir à quel point c'est vivant. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion voilà, de se revoir. Et je vous laisse la parole si vous avez encore quelques questions. Je suis désolée, je sais que tout à l'heure, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'essaye vraiment de faire au mieux. Alors non, j'ai pas ma chaîne. Par contre, j'interviens régulièrement sur la chaîne officielle de Google Atelier Numérique et je vous donne un petit tips, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Honnêtement, au niveau des coachs, voilà, on a tous vraiment une appétence toute particulière pour le digital. Les lives, c'est pas pour nous jeter des fleurs ou pour faire notre pub, mais il y a tout un tas de thématiques, à mon avis, qui sauront vous intéresser.
Et puis mes collègues, ils sont trop sympas, donc ils méritent qu'il y ait de plus en plus de monde qui se connecte au live. Et ça vous donnera tout un tas d'idées pour les bonnes pratiques YouTube. Vous verrez qu'on est les premiers prescripteurs de nos propres conseils et applicateurs également. Donc n'hésitez pas à venir y faire un tour. Oui, Isabelle, mais c'est parce que je me suis fait taper sur les doigts à plusieurs reprises. Donc j'ai aussi appris de mes erreurs. Je sais à quel point le droit d'auteur, c'est important. Bon, je pense qu'on est arrivé au bout, il n'y a plus de questions. En même temps, vous avez été encore une fois très clair, hein. Encore une fois, merci pour votre pédagogie et votre expertise. Merci à tous d'avoir suivi cette webconférence. Je vous invite maintenant, pour ceux qui le souhaitent, à suivre la dernière webconférence de Numexpo, qui sera les actions de France Num à l'heure de la relance. Voilà, merci à tous. Merci Coralie, à très bientôt. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée.